Bonjour à tous. C'est un peu impressionnant, voire carrément. Merci à tous d'être là. Merci surtout à l'Esprit Saint d'être beaucoup là. Il va souffler, j'espère fort, pour que les mots soient justes, touchent les cœurs et les intelligences. Je crois que nous avons aussi des auditeurs à distance, notamment ceux de Radio Maria, donc bienvenue avec nous dans ce temps autour de l'unité de l'homme. Et cette unité, elle est corps, âme et esprit. Nous sommes trois, c'est trinitaire, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez par cœur. Pour autant, cette boîte noire qu'est notre psychisme, notre cerveau, on a un petit peu peur d'aller regarder dedans parce que on se dit, oh là là, c'est une boîte de Pandore, si je commence à ouvrir, je ne suis pas sortie de l'auberge. Et ça fait peur, et donc on met ça de côté, bien volontiers. En disant, oh, je vais prier, on va prier pour moi, ou bien, oh, de toute façon, j'arrive à faire, ça fait 50 ans que je vis avec des trucs pas très cool, mais je les ai bien mis sous le tapis, je gère. Et puis parfois, ça nous saute vraiment au visage. Parfois, ça attend 70 ans, parfois, ça attend beaucoup moins. Et puis parfois, c'est pas sur nous que ça tombe, c'est sur nos enfants. Ou sur quelqu'un de notre entourage parce qu'on a été extrêmement blessant par des paroles inajustées, par des comportements très inappropriés. Et on ne fait pas le lien. On se dit, c'est le diable. Oui, bien sûr que lui, il se sert de toutes nos fragilités, y compris psychiques. Donc, pourquoi c'est vraiment important d'accorder du temps, du soin à notre psychisme, à comment nous allons à l'intérieur, comment nous fonctionnons psychiquement, parce que ça a des répercussions qui sont trop importantes dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont avec nous, y compris dans nos communautés, pour qu'on puisse, entre guillemets, faire l'impasse. Voilà, alors qui je suis très simplement pour oser en parler de ça, c'est un grand sujet. Alors en 1 heure, on n'aura clairement pas fait du tout le tour du sujet. Je vais essayer d'être ordonnée, d'être posée, d'être assise, déjà ça va m'aider, avec mes petites notes, de ne pas partir dans tous les sens, parce que le sujet est évidemment vaste. Le fil conducteur, c'est vraiment de comprendre, d'essayer de poser des jalons en se disant comment l'unité psychique est en soi un lieu de croissance spirituelle. Ce n'est pas juste un devoir de prendre soin de notre psychisme, c'est vraiment un lieu dans lequel je vais pouvoir grandir spirituellement, qui va me donner la possibilité de mieux connaître Dieu, de mieux recevoir toutes les grâces qu'il veut me donner. Voilà, parce que je saurai mieux les demander, parce que je saurai mieux nommer mes blessures, parce que je saurai mieux voir aussi mes lieux de chute. Et je ne fermerai pas les yeux, je ne serai pas comme une autruche qui met la tête dans le sable. Quelques exemples pour essayer de situer un peu. Des fois que vous n'auriez pas d'idée quand je dis tout ça, déjà. Je suppose quand même que... Mais concrètement, comment est-ce que je vais pouvoir me relier, prier un Dieu protecteur, notre Dieu qui nous protège, qui prend soin de nous, quand mon Père terrestre, mon papa, m'a abandonné, a laissé ma maman toute seule? Comment est-ce que je peux être tranquille avec ça? Comment est-ce que je peux prier tranquillement, sereinement, accueillir Dieu qui me protège quand celui qui sur terre a un peu cette place de Dieu, en tout cas qui est donné par Dieu pour moi, pour me protéger, ne m'a pas protégée? Comment est-ce que je peux accepter d'obéir? Alors, sans soumission, sans lâcheté, à un père spirituel, à une doctrine de l'Église, à un commandement, quand je n'ai vécu dans mon enfance que, ou beaucoup, d'autoritarisme, de volontarisme, de tu dois, c'est comme ça, c'est pas bien, obéis sinon... bon. Comment je peux faire confiance jusque dans le mariage, bien sûr, quand je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon parent quand je reviens de l'école, parce qu'il a trop bu, parce qu'il est complètement shooté de je ne sais trop quelle substance, parce qu'il est dans tous ses états de colère,
Comment est-ce que je peux me sentir tranquille, confiant dans la vie? Comment puis-je vivre la communion, la fraternité, quand mon frère aîné, ou ma sœur aînée, m'a insulté, moqué pendant des années sans que personne ne dise et ne voit rien, ou ne voit et ne dise rien? Alors vous allez me dire, tout ça c'est des circonstances de la vie, pas de chance, on fait avec. C'est pas faux. Et oui, à un moment donné, il faudra accepter que c'est une croix, que c'est une réalité de notre vie. Pour autant, ce que l'on ne voit pas forcément très bien, c'est que ces événements de vie, ces répétitions, ces blessures, elles forgent, elles modèlent une partie de notre vision du monde et donc une partie de nos comportements. Elles mettent en place, face à ces difficultés, ces épreuves terribles et parfois des traumas, je reviendrai dessus, notre configuration interne, notre esprit met en place ce qu'on appelle des protections, des défenses pour continuer à vivre. Alors merci, elles ont une super fonction, ces protections, ces défenses. Heureusement qu'elles sont là, parce que sinon peut-être qu'on n'arriverait plus à vivre. Mais en tout état de cause, elles biaisent aussi, elles nous coupent du réel. Et en nous coupant du réel, et là vous voyez le lien avec l'unité, elles ne nous permettent pas d'avoir un accès plein et entier à la vérité. Elles nous amènent, elles nous désunissent de la vérité, elles nous désunissent du coup et intérieurement et avec le réel. Je vais reprendre tout ça un peu en 3 temps. D'abord, on va essayer de se dire qu'est-ce que c'est que le psychisme et comment ça se construit. De quoi on parle concrètement et pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'unité corps, âme, esprit est là et comment elle se construit cette unité dans la toute petite enfance. Ce qui nous permettrait de mieux voir derrière, dans un deuxième temps, les différents types de désunion, de disjonction avec le réel. Et puis ensuite, on va dire, une fois qu'on est tombé, quels sont les chemins qui peuvent qu'on a été tombé, on peut dire aussi parfois, vraiment, parce qu'on subit des choses. Comment est-ce qu'on peut et par quels moyens, quels sont les outils qu'on peut avoir qui nous permettent de nous relever, de mieux grandir, de retrouver de l'unité intérieure et donc quels effets ça peut avoir sur notre vie spirituelle, la vie de notre être spirituel. Il signifie esprit, souffle, âme. Ce qui nous met parfois un peu, nous, les psys, dans l'embarras, parce qu'on dit, alors, c'est spirituel. Oui, mais non, mais c'est pas que spirituel, c'est dans la tête. Ça tombe bien, tout est un corps et âme, ça fonctionne ensemble, tout le temps. Il n'y a pas d'un côté le corps, de côté l'âme. Il n'y a pas d'un côté le psychisme, de l'autre côté la vie spirituelle. Tout ce que je vis dans mon corps imprime mon âme, ou plus exactement, est mon âme qui s'imprime. Et réciproquement, toute expérience spirituelle modifie, on le voit bien quand on est dans la louange, hop là, on a des bras qui se lèvent, on a des bras qui s'élargissent. Une expérience spirituelle qui s'imprime dans mon corps et qui modifie, qui change quelque chose dans mon état intérieur, mon humeur. Si on reprend les définitions, pour être un peu précis quand même, la chose psychique, elle est définie comme tout ce qui concerne l'âme, l'esprit, la pensée et toutes les activités de l'homme. C'est-à-dire la cognition, les activités, la créativité, mais aussi bien sûr, on y pense plus facilement, les humeurs, les émotions. Toute une partie de cette activité psychique est consciente. Je sais que je suis en train de lire, je sais que je suis en train de marcher, je décide de faire ceci ou cela, et toute une partie est inconsciente. Alors, je n'en ai pas conscience, ça se passe un peu comme un logiciel en toile de fond, ou bien ça affleure, mais j'ai vraiment autre chose à faire quand je suis en train de pédaler. Mon psychisme est hyper actif quand je suis en train de pédaler, mais je ne suis pas en train de penser que je suis en train de pousser mon pied droit, puis mon pied gauche, sinon je ne ferai plus rien en fait. Donc dans ce qu'on appelle l'inconscient au sens large, il y a
des choses qui sont mises très loin, pour plein de raisons, des protections notamment, mais aussi des choses qui sont heureusement en trame de fond, parce que sinon, franchement, on n'avancerait pas. On ne ferait pas grand-chose, d'accord? Donc tout le chemin de la construction, il est de permettre, de permettre que les choses s'automatisent. Quand j'apprends à faire du vélo, je fais je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, avec vos enfants, quand ils apprennent à faire du vélo, au début, ils font très attention, et si vous êtes en train de leur passer un autre message, ils sont incapables d'entendre autre chose. D'accord? Puis ça s'automatise. Donc ça devient inconscient. D'accord? Donc l'inconscient, c'est pas juste ce que Freud en a défini ou ce que la psychologie ou certaines façons de concevoir la psychologie en disent aujourd'hui. C'est pas les rêves, c'est pas que les rêves et des choses horribles. Non, c'est aussi plein de mécanismes qui sont nécessaires pour qu'on puisse fonctionner au quotidien. Donc le psychisme, c'est important aussi ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une part du psychisme qui est héréditaire, génétique. Voilà, ça se transmet. Voilà, on sait qu'un certain nombre de maladies psychiques sont plus fréquentes dans certaines familles que si on a un parent, un grand-parent ou plusieurs de membres de sa famille qui sont atteints de schizophrénie, de troubles bipolaires. Il y a plus de risques, il y a une plus grande vulnérabilité, c'est le terme qu'on emploie, pour les membres des générations suivantes. Voilà. Donc ça fait partie, c'est comme la constitution physique, on n'a pas tous les mêmes gabarits. Voilà. Il y a des grands, moi je fais plutôt partie des petits, donc c'est sûr que mes enfants ont dans leur bagage génétique un truc qui dit la moitié, pas très grand. Quoi. Voilà. Okay. Ils y peuvent rien, moi non plus c'est comme ça. Voilà. Mais c'est vrai aussi sur le plan psychique, d'accord. Donc on n'est pas tout puissant non plus sur la façon dont on fonctionne intérieurement. Et ça c'est important. Il y a une partie qui est donnée, reçue, avec plus ou moins de bonheur, voilà, et avec plus ou moins de satisfaction. Quand le tout petit apparaît dans la vie intra-utérine, il n'y a pas encore de neurones, d'accord. Les neurones, c'est les cellules du cerveau. Le cerveau, c'est le substrat, la base de notre psychisme. Okay, notre activité de mémoire, notre compréhension du monde, notre vision, nos sens, tout ça, ça passe par des neurones. Okay, donc vraiment, le psychisme, c'est des neurones. C'est la matière, ça c'est important aussi. Le psychisme, c'est pas un truc évanescent. C'est pas quelque chose de complètement immatériel. Non, il a un substrat biologique qui est notre cerveau. Et j'ai envie de dire aussi tout notre corps, parce que toutes nos sensations, toutes nos perceptions sensorielles, j'en reviendrai dessus après, elles structurent notre psychisme. Et c'est un aller-retour permanent. On dit souvent que l'intelligence, elle se construit sur la base à partir de ce qui vient du monde extérieur. Mais quand je suis tout petit en embryon, je n'ai pas encore la conscience de ça et c'est pas encore tout à fait là. Les neurones, ils arrivent après quelques jours. D'accord ? Ces neurones, ils vont se démultiplier, ils vont être des milliards à la naissance. Donc on arrive avec un stock comme ça, énorme. En soi, c'est chouette. Mais je reprendrai l'image du père Paul l'autre jour. En fait, qu'il y en ait des milliards, c'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, ce qui va être important, ce qui va être structurant, c'est la connexion de ces milliards de neurones les uns avec les autres. Ça commence déjà dans le ventre de la mère. On sait que le tout petit a déjà des réactions. Il réagit à des sons, il réagit, enfin, le tout petit, le fœtus, l'embryon, réagit quand il y a une lumière un peu forte, quand il y a un son un peu fort. Voilà, il a déjà des réactions. Donc il a déjà une entité psychique qui lui est propre. D'accord ? Quand on dit le bébé est indistinct de la mère, non. On est unique dès le début. On va mettre du temps pour se différencier et devenir pleinement soi. Si l'un d'entre vous sait être pleinement soi, voilà, tout à fait, pleinement abouti, heureux est-il, ça sera dans la gloire plus tard. Donc ça prend un temps très long, oui, mais on n'est pas des machins indifférenciés de nos mères. C'est pas vrai. Même si on est extrêmement dépendant et vulnérable. Et ça, c'est très beau aussi. On dépend des autres profondément, intrinsèquement. On ne peut pas exister en autonome, en petit nomène indépendant. Ça n'existe pas, ça. On n'est pas construit comme... On n'a pas été conçu. On n'a pas été créé de façon autonome, individuelle, séparée. On est créé, on est conçu pour être en relation. C'est dans la relation qu'on va se construire.
Quand le petit vient au monde, il a donc ces milliards de neurones. Il y a déjà un certain nombre de connexions. Le tout petit n'est pas du tout sans aptitude au départ, hein. Il sait ramper pour aller chercher le sein, il sait téter, il sait s'agripper, il sait nager, hein. Quand on les met les tout petits dans l'eau, ils ont le réflexe de nager. Ils vont perdre après, ils le retrouveront. Il est déjà plein d'aptitudes, il a déjà des facultés qui sont disponibles. Qu'est-ce qui va lui permettre, et qu'est-ce qui nous a permis à nous d'être là, intelligent, d'écrire, de comprendre, etc. C'est la multitude des interactions répétées, jour après jour, heure après heure, avec une personne. Dans le meilleur des cas, alors je mets plein de guillemets parce que parfois le meilleur des cas est quand même un peu chaotique, une mère, parfois une nounou, parfois un père parce que maman n'est plus. Parfois, une nourrice, parce qu'il n'y a plus personne, et il y a une nourrice, parfois une grande sœur. Enfin bref, on a besoin d'une personne référente, d'une certaine manière, qui va répéter, voilà, tu pleures, je te prends dans mes bras. Tu pleures, je te regarde, je te parle. Tu sens un inconfort, je te nourris. C'est la répétition de ces actes qui va permettre à notre cerveau de se construire. C'est-à-dire de faire des connexions. Au départ, le tout petit sait reconnaître des odeurs, pas encore des visages. Il voit net à 20-30 cm. Alors je fais ça, c'est déjà trop loin. Il voit là. C'est bien fait, la nature. Ok. Dans le creux du bras, le bébé voit le visage net. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des mois, il va voir de mieux en mieux, de plus en plus net. Il va pouvoir discriminer des visages qui ne sont pas celui qui le prend dans ses bras. La répétition, la nécessité qu'un adulte, qu'un plus grand qu'un adulte, régule, c'est-à-dire fasse comme une sorte de protection, de bulle, de filtre de l'extérieur, est essentielle pour que l'enfant se construise en sécurité. C'est-à-dire que si l'enfant est soumis à des variations permanentes, si l'environnement ne cesse de changer, si celui qui est le fournisseur de soins, on va dire la mère, si vous me permettez, j'espère que je ne blesserai personne en utilisant ce terme-là, pour des raisons personnelles, mais voilà, l'objet, alors on appelle ça l'objet d'attachement, je trouve ça un peu bon, voilà, là on peut dire la mère. Voilà, si la mère, pour une raison ou pour une autre, change d'attitude, de manière de faire, tous les 4 matins et 3 fois dans la journée, eh bien, en fait, les réseaux neuronaux qui se tissent vont changer d'une fois sur l'autre. Et donc, au lieu de passer toujours par le même endroit et de faire des autoroutes bien balisées, voilà, je ressens un truc dans mon corps qui fait pas très confortable, ah bah on va me donner du biberon, et puis petit à petit, on va me donner à manger, ou le sein, et puis voilà, et c'est répété, donc à un moment donné, ça égale faim, égale manger. Si un coup, c'est je te prends dans mes bras, je te pose, et puis le coup d'après, je te donne à manger, et puis le coup d'après, c'est-à-dire qu'à une même sensation du corps, la réponse extérieure est différente, eh bien, les réseaux neuronaux qui vont un coup ça va par là, un coup ça va par là, un coup ça va par là, et ça fait que très concrètement, eh ben, cette sensation dans mon corps, bon, je pense que c'est parce que c'est peut-être bien de la faim. C'est peut-être bien que c'est pas important, parce qu'on m'a laissé pleurer, on m'a laissé avoir faim, donc en fait, ça n'a peut-être aucune importance, ce machin-là. Il faudrait peut-être bien que je l'oublie. Peut-être bien que ça dérange tout le monde, donc il faudrait peut-être que je me taise. D'accord ? Donc en fait, 2 choses vont être importantes de la part de l'adulte sur l'enfant. 1, que les choses soient répétées et répétitives. Notre cerveau n'apprend pas la chose la plus intelligente. Je vais faire peut-être une super phrase, vous ne la retiendrez pas. Ce que vous allez retenir de tout ce que vous avez vécu dans le festival, c'est ce qui aurait été répété. Alors, notre cerveau, il apprend par répétition. Vous voyez bien toute la sagesse de l'Église, dans la liturgie des heures, dans le rythme quotidien des prières, dans le cycle annuel, etc. Bien sûr,
Nous avons besoin, nous sommes des êtres cycliques de répétition. Notre cerveau est construit à partir de ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc, de la répétition, alors, ça paraît simple et bête, mais c'est vraiment important pour nous construire en sécurité. Je reviendrai sur la sécurité après. Et puis la deuxième chose, c'est que celui qui prend soin soit suffisamment tranquille à l'intérieur de lui pour décoder petit à petit, parce que chaque bébé a son langage, mais petit à petit être capable de comprendre, de s'ajuster à ce qui est exprimé par le petit et lui fournir une réponse adaptée, qui correspond à ce que le bébé ressent. Si le bébé pleure, non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a peur d'être tout seul, et que donc à chaque fois que c'est pas là qu'il a mal, mais c'est là qu'il a besoin d'être contenu, d'être porté, et qu'on lui répond par « je te donne du biberon », et bien la connexion, alors elle va le faire, ça va être toujours la même. Mais au lieu de connecter les zones du corps qui ont besoin d'être contenues avec une réponse de « je suis contenu », j'ai besoin d'être contenu, je mange. Bonjour la boulimie derrière. Et les addictions, bien sûr. Je vais tenter dans mon corps de retrouver quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, je mets un énorme là tout de suite. On va arrêter de culpabiliser les parents. Parce que là, ça y est. Non, d'accord? D'abord, nous, on fait ce qu'on peut, en tant que parents, avec ce qu'on a reçu. Déjà. Parce que ce qu'on a reçu, parfois ça fait des générations. Donc on fait ce qu'on bidouille un peu. On sait que le transgénérationnel, ça existe, c'est pas un mythe. On voit des choses assez surprenantes. Des lignées de femmes qui ont tout un cancer à 50 ans, puis poum, ou des lignées d'hommes qui meurent à 25 ans. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc il se passe des choses dans la transmission. Voilà, on n'a pas encore complètement les clés. On avance, on comprend mieux. La génétique nous donne aujourd'hui des pistes vraiment intéressantes. Mais voilà. Donc les parents font ce qu'ils peuvent. En même temps, on a aussi un peu une responsabilité de prendre soin de nous. C'est pour ça qu'on est là. Et puis on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que c'est un peu la difficulté dans laquelle on est dans notre époque contemporaine. Aujourd'hui, on a un papa, une maman, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a aussi très souvent un papa tout seul ou une maman toute seule. Et puis 1, 2, 3 enfants, 5, 10 enfants. Bref, c'est pas humain cette affaire-là. On est plutôt fait pour vivre en communauté, pour s'entraider, pour être intergénérationnel. C'est pas pour rien qu'on a été créé avec une capacité de vie qui permet qu'en un instant T, on ait des gens qui ont alors aujourd'hui 100 ans, mais il y a encore pas si longtemps, même 70 ans. Mais à 70 ans, ça fait au moins 3 à 4 générations qui existent sur Terre en même temps. C'est pas pour que chacun dans ses petits. Alors l'un à l'EHPAD, l'autre dans sa boîte, la troisième dans sa case scolaire et le petit dernier dans la crèche. C'est pas fait comme ça. Donc on devrait vivre beaucoup plus en intergénérationnel. Donc on fait aussi avec ce qu'on a, collectivement. Ça c'est important parce qu'on a aussi du coup quelque chose à réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour soutenir les parents, pour qu'une maman ne soit pas isolée avec son tout petit et ne s'épuise pas. Et puis même quand elle est en couple, parce que la maman isolée, ok, elle est fatiguée, mais la maman même en couple, elle peut être épuisée parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc, c'est pas en culpabilisant ni les parents ni nous-mêmes qu'on fera avancer l'unité intérieure et psychique. C'est en regardant ce qui se passe et en étant un peu pragmatique. Je vais prendre un exemple. Votre voiture a un pneu, alors un pneu, non, vous savez faire, son moteur qui casse, qui dysfonctionne, qui fait des drôles de bruit. On n'est pas encore cassé. Il fait des drôles de bruit. Vous faites quoi? Si vous n'êtes pas mécano, ok. Vous faites quoi? Vous l'emmenez où? Chez le garagiste? Ok. Vous avez un accident de ski, votre genou vous fait super mal. Vous allez où? À l'hôpital, ouais. Vous allez voir un médecin. Okay. C'est-à-dire que la première des choses qu'on fait, c'est on fait un diagnostic. On regarde ce qui se passe. Et éventuellement, on intervient. Ou pas. Parce que parfois, en fait, il y a vraiment c'est trop compliqué. Ou bien, là, il faut prendre du temps. Et puis, parfois, il va falloir des moyens. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Mais on commence à regarder les choses dans leur factualité. On ne cogite pas tout seul dans son coin en disant « Oh là là, moi, non, ça marche pas. » On regarde ce qui se passe dans notre vie. On regarde, tiens, mais c'est quand même particulier. Je me rends compte que dès que je suis tout seul...
Moi, je mets de la musique, hein. C'est mieux. Ou bien, non, quand je suis tout seul, eh ben, je suis pas tout seul. Ça n'existe pas les moments où je suis tout seul. Les vacances chill, tranquille, comme disent les jeunes. Assis sur un canapé ou sur un transat, 3 minutes 50. C'est déjà bien. Ou inversement. L'été, c'est le moment pour découvrir plein de choses. Ah non, moi, je suis trop fatiguée. Ah, moi, je suis trop fatiguée. OK. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai changé de boulot. J'ai changé de lieu de vie. Trop fatiguée. Non, la vie change, mon environnement a changé. S'il y a un truc qui continue à persister comme ça, c'est pas ajusté. Qu'est-ce qui fait que je m'épuise comme ça au boulot? Ou dans ma vie, hein. C'est valable pour les mères de famille à la maison aussi, hein, qui s'épuisent. OK. Pour le jeune qui n'arrête pas de répéter toujours les mêmes expériences. Ça fait 10 ans qu'il est étudiant, il fait 3 fois la première année, 2 fois la deuxième année. Et voilà. Et ça continue. Et, ah bah tu comprends, c'est comme ça. Enfin zut, si tu t'étais cassé un genou, tu irais voir un médecin. Tu regarderais les choses, ça serait de faire quelque chose au moins. Là, bah c'est comme ça, c'est mon caractère. Ou t'as vu que ton caractère, ça faisait que ta vie était en dehors de toi. Et que tu passes à côté de ta vie. Mais non. En fait, c'est quelque chose qui, dans ton fonctionnement intérieur, dans ta vision de toi et de la vie, te met ailleurs. Te met en dehors de ta vie. Donc ça va être un peu compliqué pour aller rejoindre le bon Dieu. Hein. Parce que si je ne suis pas dans ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir être rejoint? Alors, Dieu fait des miracles. Hein. S'il veut, il peut. Aucun doute. N'empêche que souvent, il nous laisse un peu travailler. Orare et laborer. Prier et travailler. On n'a plus trop de travail de la terre. Hein. Pour être honnête, voilà. Les choses nous arrivent, les pommes de terre elles sont pelées, les poissons ils sont déjà carrés avec des yeux dans les coins, c'est comme ça. Bon, donc on n'a plus tout ce travail-là à faire. Bon, bah, peut-être qu'on a un autre travail à faire maintenant, que si on est là 2024, Paulos, dans nos vies, bah, le travail qu'on a à faire, il est peut-être un petit peu différent de ce qui a été fait précédemment. Et peut-être qu'on a des champs à labourer qui sont ceux de comment on fonctionne à l'intérieur et comment on fait pour que notre vision, notre accès au réel soit de plus en plus ajusté. On n'aura pas accès au réel en entier. Voilà, blessure originelle oblige. Donc on ne le verra jamais. La vérité, enfin pas ici. Non. Mais on n'est pas non plus obligé de voir le réel avec l'ouverture d'esprit d'un escargot. Moi, je suis super open. Alors, moi, je vais super bien quand, alors, quand j'ai ceci, quand j'ai cela, quand si, je fonctionne super. Waouh. Ok, alors, parfois, ça fonctionne bien comme ça, et il ne faut pas tout changer. Et c'est vraiment nécessaire, et c'est déjà merveilleux qu'on arrive à fonctionner comme ça. Mais si en fait, j'ai de la ressource intérieure et extérieure pour fonctionner comme ça, et d'être capable de m'adapter, et de faire face à des situations, et de créer, et de m'engager, et que moi je reste là, parce que tu comprends, en fait je suis pétrie de trouille, j'ai peur. Et bien là, ça va être compliqué. Parce que, je ne vais pas être heureux, d'accord, ok, est-ce qu'on est sur Terre pour être heureux? Bon. Mais quel bien je vais faire? Comment mes talents vont être utilisés? Comment est-ce que je vais contribuer à poursuivre l'œuvre qui m'a été demandée de poursuivre sur Terre? On a un petit devoir quand même. Hein. Devoir. On ne va pas prendre ça de façon pesante. Hein. Liberté, vraiment. Mais on nous l'a dit et redit. Chaque histoire, chaque personne, chaque parcours est une contribution à l'histoire du salut. J'y contribue comment, moi? Est-ce que je peux poser des pierres? Est-ce qu'en conscience, il y a des choses que je peux apporter? Plus je suis libre intérieurement, plus je suis unifiée,
plus ce que je sens dans mon corps remonte à ma tête correctement sans passer par des voies de diversion, et plus du coup mon agir est cohérent avec ce que je sens comme besoin, ce que j'ai comme idée, comme pensée, orienté vers une volonté et un désir, une aspiration, quand tout ça s'est aligné, eh ben, ça produit des belles choses et qui sont fructueuses. Si par contre, alors, ce que je sens, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est de la faim, est-ce que c'est du sommeil, est-ce que c'est de l'ennui, je mange, ou je me mets sur ma console. J'ai des pouces hyper performants. Ou bien je m'enfonce au fond de mon lit. Oh non, je suis trop fatiguée. Ou bien je vais faire des achats compulsifs, enfin bref. Je sens un truc, je ne sais pas quoi faire. Bon, ok. Comment est-ce que je me mets en relation? Comment est-ce que j'avance? Qu'est-ce que je construis avec ça? Notre cerveau se construit par répétition. C'est vrai chez le tout petit, c'est vrai chez nous. Je me répète tous les jours que je m'emmerde à mon boulot. Ah, mon boulot va être vraiment très ennuyant. Très, très, très. Je consulte mon écran 10 000 fois par jour. Je consulterai mon écran 20 000 fois dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois. Je crée du lien. Okay. C'est-à-dire que nos expériences physiques, nos expériences corporelles, ce qu'on fait avec notre corps, ça imprime, ça modifie notre cerveau. Et notre cerveau, c'est ce avec quoi on pense, c'est ce avec quoi on se... Enfin non, avant même de penser, avec lequel on se représente le monde. Donc je vois le monde avec aussi ce que j'expérimente dans mon corps. Donc si je vois et si je me mets en permanence dans des situations, dans des lieux qui sont pas beaux, dans des relations qui sont toxiques, etc., eh ben ma vision du monde, ma compréhension du monde, elle est structurée autour de ça. Ça commence depuis tout petit et ça continue jusqu'à la fin. La bonne nouvelle, c'est que ça continue tout le temps. Moi, j'ai des personnes qui ont 75 ans et qui viennent me voir et me dire bon, c'est peut-être un peu tard, madame. Hein. Ah non, vous êtes vivant. Ah non, vous êtes vivant. Vivant, donc, il y a de la vie. Donc, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, quand il y a de la vie, il y a du changement qui reste possible. Jusqu'au bout. Ceux qui travaillent en soins palliatifs sont les témoins de profonds bouleversements, de profonds changements, jusque dans la qualité de contact. C'est très surprenant. Hein. Et voilà, là, on sent qu'elle est là. Il y a un fil de vie. Voilà, c'est 3 fois là, mais le regard est d'une présence, d'une acuité qui n'a jamais été perçue jusqu'à présent. D'accord ? Donc jusqu'au bout. C'est une super bonne nouvelle. Ça commence tout petit, ok ? Mais ça va jusqu'au bout. On est capable de changer, notre cerveau évolue, et donc avec lui, toute notre représentation du monde jusqu'à la fin. Jusqu'à l'ultime. Il y a encore, on ne sait pas encore exactement tout bien ce qui se passe à la toute fin. Voilà, dans ce moment de bascule. Mais tant que notre vie est présente en nous, des choses peuvent changer. C'est jamais trop tard. Excusez-moi, je regarde l'heure parce que je sens que je suis en train de m'emballer. Voilà. Donc, notre cerveau se construit, notre vision du monde se construit notamment sur la base de notre cerveau. Notre cerveau se construit par répétition. Quand je fais des expériences sécures, tranquilles, adaptées, qui mettent en cohérence ce que je sens dans mon corps et ce qui se passe à l'extérieur, j'acquiers, je construis, se construit en moi de la sécurité intérieure, de l'estime de moi, de la confiance en moi, de la confiance en la vie. Et donc, j'avance. Petit bibonhomme, tranquille. Parfois, c'est pas ça. Alors, il y a des bouts de ça, et puis il y a des bouts de pas ça. Et c'est là où il y a de la désunion. D'accord. Plus les épreuves, les traumas, les blessures... Alors, je ferai un atelier demain là-dessus pour en parler plus spécifiquement de différences entre ça, mais parce que je ne peux pas tout traiter là. Donc, il m'a été offert, donc merci de traiter ça demain en atelier.
Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que plus les événements adverses, c'est l'expression qu'on a trouvée, elle vaut ce qu'elle vaut, arrivent tôt dans notre vie. Événements adverses, alors c'est la guerre, un attentat, une séparation brutale, une disparition brutale, un changement auquel on n'est pas préparé ou pour lequel on n'a pas les aptitudes à faire face. Parfois, ça peut être un déménagement un peu brutal. C'est des choses qui arrivent. Voilà, ça peut être la maladie d'un parent. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. Voilà. Plus les événements adverses arrivent tôt dans la vie, plus ils sont nombreux et plus on a de risques de fragilité, de vulnérabilité psychique à l'âge adulte. Ça peut faire, voilà, ça se voit pas forcément. Hein. Okay. Parfois, à 8-10 ans, on dit oh, tout va super bien, génial. Situation de vie compliquée, maman malade, parents divorcés, machin, et ça s'empile. Oh, mais dis donc, les premières de classe, c'est vachement bien. Ouais, les additions, parfois, elles se payent un peu après. D'accord ? Donc, c'est pas forcément tout de suite que ça se voit qu'il y a un problème. Parfois, ça se voit plus tard. Parce que, justement, il y a des paramètres extérieurs qui changent, parce qu'il faut faire. Faut assumer sa vie, parce que les situations viennent faire écho. Voilà. Donc, une réalité, une certitude, enfin, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus on a des événements adverses qui arrivent tôt, plus ils sont nombreux, et plus on a un risque, une vulnérabilité à l'âge adulte. Enfin, avant même l'âge adulte, mais jusqu'à l'âge adulte. Okay. Vulnérabilité, ça veut dire quoi? C'est un risque de dépression, un risque de troubles psychiques, un risque comment dire, d'avoir du mal à construire sa vie de façon autonome, joyeuse, adaptée au réel. Après, ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on a comme ressources autour à l'extérieur. Hein. Si, et on le voit très bien, hein, ça notamment dans ceux qui ont eu l'opportunité, j'ai envie de dire la chance, parce que c'est vraiment une chance d'aller dans des pays très défavorisés, ou qui ont connu la guerre. Alors on parle souvent du sourire des enfants des rues, avec un côté parfois un petit peu angélique, hein, un peu. Oui, ils sont extrêmement beaux et joyeux, ces sourires, mais ce qui est aussi assez merveilleux, c'est de voir comment les adultes, quand ils ont connu ces moments-là et ces lieux-là très compliqués, ont construit aussi des solidarités, des liens qui sont extrêmement puissants. Ça n'empêche pas les troubles, hein. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Si, ça empêche un peu quand même. Hein, on dit bien, et on n'a pas le même système de santé en France, en Afrique. Hein. Mais la dépression en Afrique, il y en a vachement moins qu'en France. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit très génétique, cette affaire-là. Voilà. Mais il y a un mode de vie qui est différent. Voilà. Il y a un rapport au réel aussi qui est différent. Il y a un rapport au spirituel aussi qui est différent. Donc, ça joue. Donc, on a, entre guillemets, j'ai envie de dire, on a se mettre un peu en balance des facteurs de vulnérabilité. Voilà. Typiquement, hein, parmi les facteurs de vulnérabilité, il y a aussi les conditions économiques. Hein. La pauvreté, la précarité sont des facteurs de vulnérabilité. C'est aussi pour ça que c'est aussi important de faire en sorte que chacun puisse avoir un toit. Le premier des besoins, c'est la sécurité de savoir où je vais dormir et si je vais pouvoir manger. Alors ça ne fait pas tout, hein. Je ne suis pas très fan de la pyramide de Maslow avec les échelles. On pourrait aller vers le besoin relationnel une fois qu'on aurait assouvi tous les besoins de base. Non, parce que le besoin de l'homme, il est d'abord dans l'amour. Hein. Je reprends, parce que je me suis un peu arrêtée, dispersée en cours de route, mais ce qui fait que la mère, l'objet d'attachement, répond de façon ajustée aux besoins de son tout petit, c'est quoi? C'est l'amour, hein. C'est l'amour qui fait que, alors que ce tout petit qui n'est pas foutu de parler, qui gigote dans tous les sens avec des cris horribles, qu'est-ce qui fait que j'arrive quand même à petit à petit décoder? Ben, c'est parce que je l'aime. D'accord. Petite expérience assez horrible dans les orphelinats en Roumanie, Ceausescu, hein, voilà. Plein d'enfants orphelins. Ces enfants sont destinés à être adoptés. Donc, logiquement, il ne faut pas qu'ils s'attachent, sinon ils vont souffrir. Ça se tient intellectuellement. D'accord ? Ils vont souffrir. S'ils s'attachent à quelqu'un avant d'être adoptés, quand ils vont arriver dans leur famille, ils vont vachement souffrir. Donc, on va prendre soin d'eux physiquement, mais on ne leur parle pas, on ne les câline pas. Voilà, on reste hygiénique.
Ça se tient intellectuellement, c'est pas mal, l'intellect est capable de faire des choses assez chouettes. Des jolies constructions qui ont l'air de s'aligner super bien. Ouais, sauf que là, le réel, toujours lui, revient au galop. Et quand les observateurs sont venus dans les orphelinats, qu'est-ce qu'ils ont observé? Qu'on avait un taux de mortalité multiplié par 3, qu'on avait une régression des comportements des enfants avec une rapidité et une intensité absolument effroyables. Donc évidemment que ce petit supplément d'âme qui s'appelle l'amour change tout. D'accord? Et qu'effectivement, c'est sûr que si nous sommes ici, et je sais que parfois ça fait bondir, mais je le dis quand même, si nous sommes ici, adultes, parce qu'on n'est que des adultes, si je ne me trompe pas, mais j'ai même envie de dire, même les petits, là, le petit bout de chou là, c'est que nous avons reçu de l'amour. Sinon, nous ne serions pas vivants. C'est pas possible. On ne tient pas sans amour. Alors c'est peut-être pas forcément de cette mère ou de ses parents qu'on a le plus et le mieux reçu d'amour. C'est tout à fait possible. Mais je ne serais pas ici si il n'y avait pas eu de l'amour. Ça ne compte pas. Les orphelinages à Ceausescu, ça le dit tellement bien qu'on ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et de toute façon, on voit très bien comment ça s'aligne avec tout ce que nous dit l'histoire de l'Église, tout ce que nous dit l'Évangile. Enfin, c'est vraiment, voilà, sans amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de création, en fait. On est créé par amour. Donc, on est créé humain aussi, en tant qu'humain, avec toutes nos facultés mentales, psychiques, grâce et par le lien d'amour. Donc on en a reçu, ça c'est une bonne nouvelle, même si parfois il faut le chercher loin, et on ne sait pas trop où, mais on en a forcément reçu, et donc ça veut dire que si j'en ai reçu, la bonne nouvelle c'est que je peux en donner, yes. Voilà. Et que ça va me construire aussi, d'accord. Donc voilà, je discute avec ma fille, mais bon, on a tellement souffert, je pense que je ne suis pas capable de l'aimer. Ta fille a 25 ans, 30 ans, tu parles avec elle, mais bien sûr qu'il y a de l'amour. Bien sûr qu'il y en a eu et qu'il y en a encore, parce que sinon vous ne seriez pas en train de vous parler. Et puis même si elle est partie à l'autre bout du monde et peut-être qu'elle te fait la gueule pendant 6 ans, eh bien tu ne sais pas ce qui va se passer la 7e année. Et peut-être bien qu'elle reviendra. D'accord? Mais elle est vivante, donc elle a reçu de l'amour. Y compris de toi si tu t'estimes avoir été la pire des mères. Est-ce que c'est OK ça? Ouais, on se construit par l'amour. Oui, ouais, merci, il faut enchaîner. On se construit avec l'amour et notre psychisme se construit par des expériences du corps et se retraduit dans et par le corps, par nos attitudes, par nos comportements, par notre agir. C'est pas décorrélé. C'est tout le temps en lien, ça passe son temps à papoter, à discuter. C'est de la relation permanente, à l'intérieur et à l'extérieur. Je me construis pas, la personne toute seule, ça n'existe pas. Les lieux de division interne, psychique, psychologique. Alors quand le thème quand on a travaillé avec Ayana et Lucie, le thème de la conférence, je me suis dit ça c'est marrant quand même parce que finalement, nous quand on travaille sur les troubles psychiques, on a 2 grands termes qui reviennent. La schizophrénie, qui est la pathologie entre guillemets princeps de base, elle a été la première à être décrite, puis elle est structurante dans toute la conception des troubles mentaux et psychiques, enfin dans la représentation de ce que c'est. Et puis le deuxième terme qu'on a, c'est la dissociation. Et bien les deux, ils parlent de quoi? De séparation. Donc en fait, clairement, les troubles psychiques, les troubles mentaux, les troubles psychologiques, alors troubles mentaux qui concernent la pensée, troubles psychologiques le fonctionnement, et psychologique, psychique et psychologique, c'est à peu près la même chose. La psychologie, c'est l'étude du psychisme. Donc c'est une façon de dire les choses un peu différentes. Bref, donc les troubles mentaux et les troubles psychologiques ou psychiques, en fait, à chaque fois, c'est de la désunion. Si on regarde les choses, on peut les voir comme ça. Voilà. Et puis je serais contente d'en discuter avec ceux qui disent et qui voient autrement parmi mes confrères, collègues et prêtres. Première séparation, la séparation la plus radicale d'une certaine manière, celle avec le réel, la schizophrénie. D'accord, il y a du délire. Voilà, on entend des voix, on voit le réel comme il n'est pas. Voilà, je vois des éléphants. Là, il y a des éléphants roses. Là. Non, c'est pas des anges, c'est des éléphants roses. Je vous dis, je vois, je les entends. Ils sont en train de me parler. Ils me disent qu'il faut que je prenne une arme, ou ils me disent qu'il faut que j'aille à l'autre bout du monde. Ok,
non, il n'y a pas d'éléphants roses qui sont dans le ciel là du tout, d'accord? Mais la personne en est convaincue. Je caricature, c'est évidemment beaucoup plus complexe, subtil. Il y a plein de formes de schizophrénie, hein, donc je fais à gros traits. Mais c'est vraiment la coupure du réel. Le réel, il y a une partie, en général, il y a une partie du fonctionnement qui est OK, qui est adaptée, et puis une partie qui part, qui s'échappe du réel. Si je ne suis pas dans le réel, ça va être compliqué comment dire, d'être contributeur de la création. Parce que la création, c'est le réel. Vous voyez bien le hiatus, c'est évident. Clairement, les maladies, les pathologies psychiatriques de type schizophrénie, mais aussi la bipolarité. Hein, la bipolarité, un coup, alors c'est pas je change d'humeur tous les 4 matins, c'est la cyclothymie. La bipolarité, c'est il y a des périodes où je suis euphorique à tel point que je pense que je suis tout puissant, que je suis capable de tout. Et puis des moments où, au contraire, j'ai l'impression que je suis capable de rien, des périodes de dépression qui peuvent être extrêmement graves, la mélancolie. On ne sait pas forcément très bien pourquoi ça arrive à ce moment-là et à un autre. C'est cyclique. Parfois, il y a des périodes où tout va bien. Voilà. Donc c'est une maladie grave aussi parce qu'elle nous déconnecte du réel. Hein. On n'est pas tout d'un coup tout puissant et puis le lendemain plus capable de rien. Hein. Réellement. Donc c'est bien que dans notre fonctionnement psychique, il y a des substances qui se modifient, il y a un rapport au réel qui est vraiment extrêmement altéré. Et qui peut conduire au désir de mourir. Hein, c'est tellement, il y a des angoisses monstrueuses. Se lever peut devenir extrêmement angoissant au point d'être cloué dans son lit. Hein. C'est pas juste de la bonne volonté. D'accord, attention, hein, les troubles psychiques, ça se guérit pas ou ça se traite pas uniquement avec la piézocuthérapie. Hein. Allez, fais un petit effort, ça va aller. Non, quand on est en période de dépression, il n'y a plus d'énergie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le sens du poil et dire « Oh, mon pauvre chéri, ça va pas aller. » Mais par contre, dire « Allez, on y va là, allez, un petit coup de, allez, bouge-toi un peu. » Bah, quand on est en période de dépression sévère, ça ne marche pas du tout. C'est même plutôt pire qu'autre chose. Hop, une petite dépression. Ok, donc ces maladies, elles nous coupent du réel. Plus on avance dans la recherche et plus on observe que ce sont des maladies qui ont une composante génétique importante, je l'évoquais tout à l'heure, héréditaire, voilà, sans doute aussi familiale, dans des environnements, dans une certaine façon de penser le réel, de se construire dans les relations. Hein. Voilà, on a observé que par exemple les familles incestuelles avaient une forte probabilité de générer dans les générations suivantes des troubles psychiatriques sévères, parce que c'est tellement insupportable, c'est tellement invivable que le psychisme s'échappe de cette manière-là. D'accord, donc il peut y avoir aussi des vraies causes psychologiques à ces troubles-là. Difficile d'agir dessus, là il y a vraiment besoin de professionnels, souvent de médicaments, parce que voilà, faut stabiliser, faut que la machine corporelle déjà, tous les neurotransmetteurs soient mis à peu près au calme, pour que petit à petit, on va plutôt être dans ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en train d'évoluer aussi, mais voilà, aujourd'hui on est plutôt apprendre à vivre avec la maladie. Voilà, il y a plein de schizophrènes qui travaillent, qui sont mariés, personnes atteintes de schizophrénie, hein, qui ont une vie à peu près adaptée, alors il ne faut pas que ça bouge de trop, mais voilà, le réel a pu reprendre un peu de place et de plus en plus de place, donc ça c'est important. Tout un travail à faire de sensibilisation à la maladie psychique pour que justement les handicaps psychiques, les maladies psychiques puissent quand même trouver une place dans l'entreprise, dans la société, que ce ne soient pas des personnes marginalisées au prétexte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a déraillé. Le deuxième niveau de division, on va dire, c'est la dissociation. La dissociation, vous avez tous entendu parler du trauma, je pense. C'est un sujet très à la mode. Voilà, avec son super corollaire qui est la résilience. Voilà. Hein, tu as un trauma, sois résilient. Au secours. Voilà. Alors, la résilience est une réalité. Oui, il y a des gens qui ont une capacité à rebondir, c'est super, mais c'est pas toujours. Voilà, c'est en partie donné, en partie reçu, et puis surtout, ça se décide pas, quoi. Le soi résilient, c'est comme soit heureux, quoi. Voilà. Il y a des facteurs qui permettent on peut favoriser l'émergence de la résilience, mais ça se décide pas beaucoup. D'accord. En tout cas, le résultat, on ne le maîtrise pas. La dissociation, c'est, pour faire très simple et très rapide, je vois le temps qui court et je suis trop longue, quand mon psychisme est confronté à un événement, une réalité qui est trop insupportable, il disjoncte.
Compteur électrique, surcharge, ça disjoncte. On est bien content que ça disjoncte, pourquoi? Parce que ça protège, c'est-à-dire que quand le système électrique disjoncte, bah, ça permet la protection d'un certain nombre d'appareils électroménagers. Et ben, il y a du courant électrique dans notre cerveau, c'est un peu pareil. Quand le réel est trop insupportable, et notamment la confrontation à la mort, qui est l'événement, enfin, le réel le plus insupportable pour l'être vivant, on a une grande difficulté, une impossibilité à penser la mort. Philosophie, anthropologie, je laisse de côté. Mais quand on y est confronté, eh ben, ça disjoncte pour protéger. Donc heureusement que ça disjoncte. Le problème, c'est que, alors c'est là où on est un peu plus sophistiqué qu'un circuit électrique, c'est-à-dire que quand le courant se relance, eh ben, il y a des bouts qui manquent. Des bouts de temps, des bouts de conscience de soi, des bouts de perception sensorielle, etc. Donc quand c'est qu'une fois, ça peut le faire, la vie peut reprendre. Si le choc n'a pas été trop important, c'est-à-dire que ça a disjoncté suffisamment vite, que l'événement a été quand même suffisamment restreint, un accident de voiture, etc., ça peut reprendre. Voilà. Je mets quand même plein de bémols parce que c'est souvent plus compliqué que ça. Le plus souvent, ça fait beaucoup de dégâts, et surtout quand il y en a plusieurs des traumas comme ça. Voilà. Et quand plus il y en a, et plus il y a des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, de petit trou en petit trou, c'est la conscience de soi. C'est la sécurité intérieure qui est plus là. Et donc là, on devient vraiment un peu éparpillé, éparse, et ça devient compliqué de nous rassembler et de refaire cette ligne qui va de ce que je sens à l'intérieur, ce que je prends en conscience de ressentir, donc la perception du monde qui correspond, que j'arrive à mentaliser et que pour pouvoir agir. Ça s'est détricoté, ça s'est effiloché. Donc ça, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait de mieux en mieux traiter ça, avec des professionnels. Et puis, le dernier lieu de dissociation, c'est les croyances que j'ai sur moi et sur le monde. Moi, je ne suis pas bricoleur. Non, mais de toute façon, la vie, c'est un combat. Non, mais de toute façon, moi, je suis introvertie timide, donc la prise de parole en public, faut m'oublier. Où t'as appris ça, toi? Où t'as appris que c'était comme ça dans ta vie et que forcément ça devait rester jusqu'à la fin et pour l'éternité? T'as appris ça parce que, oui, il y a quelque chose qui a martelé dans ta tête, ça. Ok, c'est quand même la petite goutte d'eau, quoi. Donc tu finis par croire que c'est une vérité, que c'est une réalité. Non, c'est la façon dont tu te représentes, toi et le monde. Le problème, c'est que ça te coupe du réel, parce que ça te coupe toute une partie de tes aptitudes, de tes talents potentiels, etc. Là, on a une capacité d'action. D'accord, c'est tout le développement personnel, le coaching, la psychothérapie aussi. Comment est-ce que ça est arrivé et comment est-ce que ça, je peux élargir ce que je suis et ce à quoi j'ai accès pour de vrai. On n'a pas le pouvoir sur soi, mais on a aujourd'hui la capacité, la possibilité de se dire que, d'abord d'accueillir ces réalités, on les connaît de mieux en mieux. De les accueillir comme du réel, avec simplicité, avec humilité, ça fait grande vertu, l'humilité, donc c'est très bien, ça nous fait bosser cette vertu-là. Je suis un peu fracassée de là. J'ai des croyances sur lesquelles j'arrive pas à agir. Oui, je souffre de dépression chronique. Oui, je me sens encore comme un tout petit enfant dès que mon patron me gueule dessus. Ok. Donc j'accueille ça. Humilité, simplicité, contact avec le réel. Je prends la décision, je décide de faire ce que je peux faire dessus. Voilà, donc je peux prier pour ça aussi. Le Seigneur va pouvoir parfois guérir ça direct. Voilà, je te libère de ça, super. Parfois, il dit, tu sais, va bosser un peu. Allez, essaye-toi. Vas-y, fais-toi confiance. Bosse. Vas-y, prends contact avec quelqu'un. Établis une relation de confiance avec un professionnel, avec un psy, avec quelqu'un qui va t'aider, avec des amis, avec qui tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Tu ne sais pas marcher en montagne, tu penses que tu vas te casser la gueule, tu ne vas pas être capable de tenir. Expérimente. Si je reconnais là où je suis fragile, là où je suis faible, alors je peux accueillir tout ce que le Seigneur veut de bon pour moi dans ma vie. Et à ce moment-là, mes blessures, mes failles, mes lieux de dissociation
mes lieux de rupture intérieure, peuvent petit à petit être guéris, être soignés, être apaisés d'abord, apaisés, soignés, peut-être guéris, et deviendront alors, tout doucement, des lieux de vie. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, je deviens capable de prendre confiance en moi. Putain, je vais être capable de parler à ces jeunes et de leur dire, mais allez, go! Parce que go, c'est les 2/3 de God, ok? Voilà. Mais tant que je suis là, tétanisée, c'est impossible de le dire. Mais si par contre, moi, je suis passée par cette espèce de timidité maladive et que j'ai appris que j'étais capable d'autre chose et que je vais être super capable d'en parler à d'autres. Et je vais pouvoir transmettre un message de vie. Voilà, je vous laisse pour la messe. J'espère ne pas avoir été trop longue et trop confuse. Merci de votre attention. Merci Seigneur.